En tout cas, bonjour à toutes et à toutes. La première chose que je tiens, c'est évidemment à vous remercier pour cette invitation. Vous dire que c'est un vrai plaisir. Je n'ai pas encore pu échanger avec vous, mais en tout cas, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je l'ai fait avec d'autant plus attention que vous savez à quel point j'ai été fortement impliquée dans la gestion de la crise du Covid et à l'entame d'un conclave budgétaire en pleine discussion sur les réformes structurelles que notre pays doit entamer. Je dois vous dire que vos interventions sont riches d'enseignements. Ce que je vous propose de faire dans le temps qui m'est imparti, et si vous êtes d'accord, c'est tout d'abord revenir sur quelques points de la crise et puis d'aborder les défis. Alors, pardonnez-moi, il y aura probablement certaines répétitions puisque l'idée ici, ce n'est pas de réinventer la poudre, c'est de faire les constats qui doivent être faits. D'abord, la gestion de la crise du Covid. Alors, c'est vrai que je peux en témoigner d'abord en tant que gestionnaire de crise comme Première ministre pendant le début de cette période un peu folle. Et puis maintenant, comme vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, sachez en tout cas que ceci a des impacts au niveau européen, au niveau des affaires étrangères qui ne sont pas neutres. Période intense, complexe, extrêmement lourde aussi sur le plan des décisions. On a dû prendre toute une série de décisions, comme vous le savez, à la fois sur le plan sanitaire pour protéger la population au départ de quelque chose dont on ne connaissait pas très bien la teneur. Alors, depuis, il y a beaucoup d'évolutions scientifiques qui ont pu être faites, mais aussi des décisions importantes sur le plan économique, avec aussi des inconnus en termes de développement, combien de temps la crise va durer, à quel point est-ce qu'elle va nous impacter, et donc aussi à quel point est-ce qu'elle va impacter notre économie, comment est-ce qu'elle va se remettre. J'ai vu le graphique tout à l'heure de la Banque nationale, je pense que c'est, où c'est celui maintenant en V. On a eu des graphiques en W, on a eu des graphiques qui ont toutes sortes de formes. Maintenant, nous sommes dans ce constat-ci. Au départ, une crise qui s'annonce. Alors, c'est vrai qu'on peut toujours réécrire l'histoire, mais à l'époque où nous nous trouvons face à cette crise, on pense d'abord qu'il s'agit d'une épidémie qui est circonscrite. D'abord, on parle d'une épidémie et pas d'une pandémie. On ne connaît pas toutes les tenants et les aboutissants scientifiques, j'en ai déjà parlé, comme par exemple le fait qu'on peut être asymptomatique et être contagieux, et puis effectivement des cas qui se multiplient en Europe, des zones de confinement qui s'installent en Italie. Le 11 mars est une date clé en Belgique, le premier décès qui évidemment marque de manière extrêmement forte le début en fait de la crise du Covid pour notre pays, sachant qu'on travaillait déjà sur ces conséquences dès la fin de l'année précédente. Et le début du mois de janvier, on avait déjà eu des réunions de préparation. Mais c'est vrai que le premier décès, ça marque pour la population un moment de gravité. Je rappelle par ailleurs qu'aujourd'hui, le monde compte 4,5 millions de décès, ce qui est assez hallucinant au regard du sentiment en fait, de sécurité dans lequel on se trouvait, ou on pensait se trouver précédemment. Gestion de crise complexe au niveau mondial, bien sûr, mais je me limiterai à la Belgique avec quelques incises sur l'Europe. D'abord, l'importance d'agir extrêmement rapidement avec peu d'informations, un temps T. Les informations du jour ne sont pas les informations que vous recevez le lendemain et encore moins 6 mois plus tard. Agir rapidement et évidemment au niveau de l'ensemble du pays et donc de manière unie. Dans un contexte institutionnel belge que vous connaissez aussi bien que moi, avec des visions qui ne sont pas toujours identiques de comment appréhender les interventions de l'État entre le nord, le centre et le sud du pays, avec aussi une pléthore d'acteurs politiques qui nous caractérisent si justement. Ceci dit, avec une unité du pays qui s'est parfaitement exprimée au sein du Conseil national de sécurité, avec évidemment parfois des différences d'opinion, mais la volonté en tout cas de travailler ensemble. Aussi complexe en ce qui concerne la nature des décisions qu'on a prises et la nature des décisions qu'on a prises tant au niveau sanitaire, je vous rappelle quand même la privation des libertés que vous avez vécue aussi durement que d'autres, et aussi au niveau économique.
Tout ça, on ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec des experts. Alors, d'aucuns regretteront qu'on l'ait fait à ce point avec des experts. Moi, je continue à défendre ce point de vue. D'abord, des experts scientifiques dans une matière qui échappe et qui échappait même aux scientifiques à l'époque, et donc certainement à la population et aux politiques que nous étions, avec aussi la volonté de créer un climat de confiance avec la population. Quand vous parlez de virus, de pandémie, de stratégie sanitaire, il n'est pas anormal que vous vous accompagniez des meilleurs, des experts dans ce cas-là, et qu'ils aient une expression au niveau public. Ça permet, à mon avis, de rassurer sur la réalité de la situation. Et puis des experts aussi au niveau académique, économique. Je fais référence ici à l'ERMG qui a été évoqué en début de session. Ces différents experts nous ont guidés d'abord au niveau évidemment de la stratégie de déconfinement que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas bien, je vous invite à revoir un fameux PowerPoint qui a fait des émules de par l'heure tardive à laquelle il a été présenté et la longévité de celui-ci, mais la longueur de celui-ci. Ceci étant dit, il contenait toutes les informations nécessaires, plan que l'on a d'ailleurs suivi à la lettre. Mais en dehors de ce petit brin de clin d'œil, soutien aussi au niveau économique. Il faut se rappeler qu'on a fait 15 milliards de soutien direct en 2020, 5 milliards de soutien encore en 2021, avec des discussions maintenant au niveau politique sur la nécessité, oui ou non, de maintenir une série de mesures de soutien. On est un petit peu entre deux feux, une pandémie qui continue à faire ses effets. Je rappelle quand même qu'il y a encore 7 décès par jour et que si la vaccination a bien avancé et nous protège ou semble nous protéger, en tout cas de manière importante, d'une recrudescence de débordement dans nos unités de soins intensifs, on a toujours 7 décès par jour, on a toujours des gens qui sont malades et on a aussi des secteurs qui sont toujours fermés et qui souffrent de la situation actuelle. Unité au niveau belge que l'on a très fort ressenti et qui, normalement, et je dirais que c'est plutôt bon signe, si je peux m'exprimer de manière un peu paradoxale, avec l'évolution favorable en fait de la pandémie, chacune et chacun, chaque comité, communauté et région a repris un petit peu son indépendance et on sent ici maintenant que chaque région souhaite avancer un petit peu à son rythme. L'avantage de la situation, c'est que c'est le signe d'une amélioration de la situation sanitaire. Le désavantage, c'est que évidemment la multiplication des règles manque de lisibilité absolue et risque de donner un coup à l'adhésion de la population à ces règles qui sont toujours importantes. Cette unité, eh bien, je dirais de manière un petit peu exagérée, qu'elle a été inversement proportionnelle au niveau européen. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au niveau européen, en fait, au départ, on a très fortement manqué d'unité. On a très fortement manqué de coordination, alors qu'en Belgique, on était tous à table dès les premiers jours. Au niveau européen, il y a eu de la lenteur et des difficultés d'appréhender le système, en fait, cette difficulté de manière commune. Et on a remarqué à quel point les pays se sont fait la concurrence en termes d'achat d'équipements sur les tarmacs des aéroports, même en termes de fermeture des frontières, il n'y avait pas d'harmonisation. Et au fur et à mesure, l'Europe, la Commission européenne a repris son rôle, a reçu des mandats pour pouvoir avancer avec des résultats positifs extrêmement notables, comme par exemple la production et la distribution des vaccins. N'oublie pas que la Belgique a là joué un rôle prépondérant, mais aussi le Covid Pass qui nous aide quand même à voyager. Réponse européenne aussi importante en termes budgétaires. On a parlé ici du plan de relance et aussi de la capacité qui a été trouvée maintenant d'emprunter au nom de l'Europe pour les autres pays. Les difficultés, parce que je vois déjà ça fait 8 minutes 50 que je parle et je n'ai pas encore parlé des défis post-Covid. On en a parlé beaucoup ici. Il y a effectivement la relance économique, le recul des activités qu'on a vu en 2020 et en 2021 et certainement de manière asymétrique en fonction des secteurs, ce qui montre la fragilité de notre économie en fonction d'une menace extérieure comme celle-là et qui montre aussi
l'importance d'avoir une autorité publique qui fait son job et qui est là pour soutenir, pallier, essayer de d'étendre cette distorsion que crée la pandémie. Choc économique, choc aussi bien au niveau de la réalisation de notre grande dépendance par rapport à d'autres régions du monde. On le savait de manière un petit peu théorique parce qu'on sait qu'on importe beaucoup de choses, par exemple de la Chine. Quand le manque se fait sentir de manière cruelle et existentielle, parce que je vous rappelle qu'à un moment, on a quand même cherché des masques, il se fait d'autant plus fortement savoir dans l'esprit non seulement de la population, mais aussi des dirigeants, que là, il y a quelque chose qui ne va pas et qui doit être corrigé en termes de production de médicaments, de matériel médical. On parle aussi des composantes électroniques. Et troisième aspect qu'on n'a pas encore évoqué aussi, c'est le risque pour les démocraties. On se rend compte que cette crise du Covid, elle a été évidemment le pendant d'un certain nombre de restrictions des libertés que nous avons nous-mêmes, démocratie, souhaité pour protéger la population. La question, c'est comment, dans quelles conditions et combien de temps. On voit aussi que ça a démultiplié tout ce qui concerne les fake news, la désinformation, ce qui rend aussi la difficulté de l'adhésion à la vaccination. Il n'y a pas que ça. J'avais d'ailleurs des commentaires ou des remarques sur les différentes choses qui ont été dites tout à l'heure, mais nous n'en aurons pas le temps. Et puis aussi l'émergence de plus en plus forte, c'était des mouvements qu'on connaissait avant, mais qui se viennent de plus en plus prégnants, eh bien, de mouvements radicaux qui ont le vent en poupe. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans les périodes de crise, ce sont des mouvances qui ont tendance à attirer la confiance de certaines populations. 6 priorités alors par rapport à la situation telle qu'on l'a vécue. On a parlé évidemment de ce plan de relance qui doit être global, qui doit tenir compte des difficultés qu'on avait avant, les métiers en pénurie, les incapacités de travail, etc., mais aussi les lessons learned du Covid. Plan de relance sur le marché du travail, on a parlé des métiers en pénurie. Il y a quand même des analyses, à mon avis, qui doivent être faites sur les différentiels entre régions, parce qu'on peut comparer des pays les uns par rapport aux autres et on voit en fait que les législations sont très, très différentes à tout égard. C'est vrai qu'il y a une certaine liberté entre les régions pour travailler sur la mise à disposition ou en tout cas la mise au travail, je dirais ça comme ça. Mais l'intérêt, à mon avis, c'est de pouvoir voir quels sont effectivement, qu'est-ce qui fait exactement la différence en matière d'adéquation entre l'offre et la demande, le chômage, l'incapacité de travail. On a quand même plus de 460 000 personnes qui sont depuis plus d'un an en incapacité de travail. On a parlé aussi d'adapter le marché du travail à le post-Covid. Alors, il y a effectivement des secteurs qui vont se développer, comme ça a été évoqué, mais il y a aussi comment est-ce qu'on va travailler. Je pense que la population attend aussi de nous de prendre en considération ce qu'elle a vécu ces 2 dernières années, aussi en termes du travail, qui était à certains égards difficile et à d'autres égards positifs. Je pense par exemple au télétravail, effectivement en investissant sur les enjeux futurs et technologiques. L'autonomie stratégique, on en a parlé, aussi bien au niveau belge qu'au niveau européen. Au niveau européen, par rapport à nos partenaires et ou challengers, je pense ici aux États-Unis et à la Chine, mais aussi en intra-européen. En fait, il faut créer des chaînes de valeur qui soient tellement interdépendantes que le type de concurrence et de compétition un peu difficile qu'on a pu connaître au début de la crise du Covid, en intra-européen aussi, ne puisse pas se répéter. Des plans de gestion de crise au niveau national, au niveau des communautés et des régions, mais aussi au niveau européen, pour pouvoir donner plus facilement prendre la main par l'Europe avec un système de cliquet encore inventé. On a eu la crise du Covid qui nous a impacté très fort, mais je rappelle aussi la dernière crise qu'on a eue au niveau international en Afghanistan, où on s'est aussi rendu compte là que la coordination européenne était absente.
Le dernier point, évidemment, la défense de notre démocratie, puisque je vous ai dit que c'était un point d'attention qui avait été révélé de manière difficile pendant cette crise. Vous voyez, j'essaye d'aller vite. Je voudrais encore faire un point sur la relation de la Belgique, de l'Europe avec le reste du monde. L'ère post-Covid, c'est aussi se rendre compte, peut-être de manière plus accrue qu'avant, qu'on a une responsabilité envers les autres pays, des pays qui sont moins avancés que nous, de les aider à se développer. On sait aussi que la gestion de la crise du Covid passe par là. Alors, si on ne le fait pas par sentiment de solidarité, eh bien, faisons-le au moins par intérêt collectif. Toutes ces priorités que j'ai données un petit peu de manière rapide et certainement pas de manière exhaustive, elles ne vont pas se réaliser facilement. Pourquoi? Parce que il faut des finances publiques qui soient en ordre. Elles ont été vachement impactées par la crise. Déficit en hausse et dette en hausse. On a parlé aussi de la fragmentation, du risque de fragmentation qui vient d'être évoqué. Des plans de relance massifs formidables, mais attention à la surchauffe de l'économie, à l'attention sur les prix. Je dis aussi attention. Nous, on a une particularité en plus dans notre petite Belgique, c'est ce qui s'est passé au niveau des inondations dans l'est du pays. Ça aussi, ça crée des tensions sur les marchés, en dehors du fait, évidemment, des difficultés intrinsèques profondes qui peuvent être vécues par cette population. Les pensions qui ont été évoquées avec une mise au frigo, effectivement, va d'abord dû au Covid et puis un timing, je dirais, politique peu opportun en début d'année, mais qui se rattrapera sans difficulté, je pense, après nos discussions budgétaires, la relance. Je pense aussi, attention au prix de l'énergie. Je sens qu'on est plusieurs à penser, ça fait d'ailleurs l'objet de beaucoup d'articles cette semaine, qu'on pourrait se retrouver devant la perfect storm, hein, avec des tensions sur les ménages, sur les entreprises, et des difficultés sociales et économiques majeures. Donc voilà, un résumé des choses positives de la suite du Covid. La solidarité, les lessons learned, une plus grande intégration européenne qui a été rendue possible par cette crise. J'avais participé moi-même aux négociations MFF et je peux vous garantir que de donner l'opportunité à l'Europe d'emprunter pour des États membres, au bénéfice d'États membres, c'est quelque chose que personne n'aurait cru possible avant la crise du Covid. L'évolution de la science aussi, la vaccination, et puis évidemment toutes les zones de préoccupation que j'ai déjà évoquées, j'en rajouterai une. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit la dernière crise auquel nous devrons faire face, qu'elle soit de type sanitaire, qu'elle soit de type climatique, qu'elle soit de type politique. Nous voyons bien que nos destinées sont de plus en plus entrelacées et que je dirais que la situation de manière générale est de moins en moins sereine. Voilà, j'ai fait beaucoup plus que mon temps. J'ai essayé de passer en revue les thématiques que vous m'aviez données. Madame la ministre, merci beaucoup pour votre présentation et votre présence. Si vous le permettez, il y aura peut-être quelques questions qui vous sont adressées. Alors, je vais d'abord suggérer aux journalistes présents s'ils souhaitent poser une question, ben, c'est le moment. Si pas, il y en a d'autres dans le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question maintenant? Oui, moi je veux bien un petit peu de détails puisqu'on est en plein conclave. Oui, oui, moi. Ah, Monsieur Marsac, allez-y, je vous en prie. allô. Je ne sais pas si on m'entend, mais je Oui, voudrais oui, on vous entend. bien, ben voilà, ben, quelques détails par rapport à vous parlez de la dette en hausse et attention à la surchauffe. Je veux bien quelques détails sur ben, qu'est-ce que vous entendez par attention à la surchauffe et qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact sur le budget, par exemple. Merci. Alors, c'est une question qui est assez large, je dirais. Là, tout ce qui est surchauffe économique, c'est quelque chose qui n'est pas a priori immédiatement dans les mains du conclave budgétaire. Le conclave budgétaire auquel nous devons nous attabler, c'est d'abord
la réponse à un accord de gouvernement qui lui-même s'inscrit dans comment dirais-je, dans les règlements européens, en tout cas qui s'inscrit le plus possible dans les règlements européens. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on a ce qu'on appelle une escape clause qui nous permet en 2022 de déroger au règlement européen habituel sur le budget, vu la crise. Ceci étant dit, la situation budgétaire étant ce qu'elle est, je pense qu'on était à moins 7% de déficit, il faut que je retrouve mes chiffres. Il y aura une amélioration automatique de notre déficit vu la reprise, mais on sera, malgré cette augmentation automatique, quand même loin des 3% de déficit autorisé. Et vous savez que notre dette a augmenté vers plus de 110%. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Notre accord de gouvernement nous dit que nous travaillons avec un effort fixe de 0,2% et que nous travaillons en plus de cela sur un effort variable. Cet effort variable, c'est à nous de le déterminer. Effort, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre accord de gouvernement à la fois une approche fiscale, à la fois une approche en dépenses et à la fois une approche qu'on appelle diverse, c'est-à-dire ce qui n'est pas directement lié à la fiscalité ou à la défense, c'est par exemple la lutte contre la fraude ou d'autres types de mécanismes de ce type, sachant qu'on a prévu de travailler chaque fois en 3 tiers. 3 tiers donc pour couvrir 0,2% d'efforts fixes et un montant variable et déterminé. Ça fait d'ailleurs l'objet de discussions qu'on a encore eu ce matin et qu'on va continuer demain et encore tout le week-end parce que nous sommes en conclave. Je me permets une interruption pour vous voir aujourd'hui. À cela, vous devez rajouter évidemment d'autres types de dépenses qui doivent être financées, c'est-à-dire les nouvelles initiatives qui couvrent à la fois tout ce qui doit être fait et qui n'est pas encore financé. Je pense par exemple aux affaires étrangères. Il y a des programmes dans lesquels la Belgique s'est inscrite et qui devront être payés l'année prochaine. C'est un exemple parmi bien d'autres. Nouvelles initiatives donc indispensables et puis nouvelles initiatives aussi qui correspondent à ce que nous aurons décidé de faire ensemble pour travailler à la relance de l'économie. Devons-nous investir dans certains pans ou dans certains SPF pour améliorer, par exemple, le taux d'emploi, pour prendre en charge, par exemple, l'importance de l'incapacité de travail, toutes sortes de décisions qui doivent être prises maintenant. Et évidemment, il y aura un pan important, je pense aussi, sur les inondations, puisque vous connaissez les appels de la Wallonie. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir travailler sur ce conclave budgétaire comme un exercice budgétaire classique, mais d'y adjoindre un autre exercice qui, celui-là, découle en partie de l'Europe, c'est-à-dire le fameux RRF pour lequel nous avons reçu des moyens. Ce sont des moyens en investissement qui seront financés par la Commission européenne, mais aussi tout ce qui concerne la relance. Comment est-ce qu'on soutient la relance au niveau économique, sachant que quand on va travailler de cette manière-là, on va chaque fois devoir faire la balance entre les montants que l'on injecte et ce que l'on pourra en retirer. D'abord, ce qui sera faisable de faire, parce que vous pouvez avoir beaucoup de projets d'investissement si les lignes d'approvisionnement ne suivent pas, si par exemple, vos entrepreneurs ne suivent pas, comme ça pourrait être le cas pour la Wallonie et les inondations, par exemple. Votre exercice sera intellectuellement intéressant, mais ne sera pas en conformité avec la réalité du terrain. Et puis alors, vous devez aussi voir dans quel type de thématique vous investissez pour avoir des return on investment les plus grands, sachant que notre accord de gouvernement a comme point d'exergue tout ce qui concerne le Green Deal et le digital. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Alors, moi, j'aurais souhaité reposer une question au niveau du chat qui nous est parvenu. Donc, en février 2020, tous les experts n'étaient pas d'accord. Avez-vous choisi les experts que vous avez écoutés? La question c'est comment avez-vous choisi les experts que vous avez écoutés? Merci. Alors, en fait, en février 2020, tous les experts n'étaient pas d'accord, mais si je peux me permettre, il y avait moins d'experts
présent sur l'avant de la scène que ça ne peut être le cas aujourd'hui. Et donc, il y avait des experts en fait qui travaillaient déjà avec Madame de Bloch sur des plans grippe ou plans pandémie antérieurs. Je pense par exemple à Monsieur Mark Van Rans. Et puis, vous avez eu des experts qui se sont fait connaître par le biais des médias parce qu'ils avaient eux-mêmes une expertise particulière sur le domaine. Et donc, ça a été un choix qui a été opéré par le gouvernement, un choix où j'ai essayé en fait pour ce qu'on appelait à l'époque le GAIS, le groupe Exit Strategy, qui maintenant est devenu le GEMS, d'avoir des équilibres parce que nous sommes en Belgique communautaire aussi, 5 néerlandophones, 5 francophones, parce que j'y tiens un déséquilibre aussi féminin, masculin, et aussi des équilibres en termes d'apport, d'expertise. C'est-à-dire qu'à la fois, sur les 10 personnes, vous aviez 5 personnes issues du monde scientifique, et puis vous aviez par ailleurs 5 personnes qui venaient, qui pouvaient apporter un autre type d'éclairage, comme un éclairage plus axé sur la solidarité, les personnes précarisées, un éclairage plus axé sur l'économie. Pourquoi est-ce que c'était important? Parce que le GAIS avait comme fonction, et n'a jamais eu d'ailleurs que comme fonction, et quand je dis que, ça n'est pas pour minimiser le travail, parce qu'au contraire, le travail a été gigantesque, de travailler à la stratégie de déconfinement. Et déconfiner, ça n'est pas qu'une approche scientifique en fonction de comment est-ce que le virus circule, c'est aussi une approche économique, c'est aussi une approche psychologique. Les gens ont quand même eu, la population belge a quand même souffert de cette situation de manière importante et aspirait à retrouver ses libertés. Je pense qu'on se rend peut-être plus assez compte à quel point la situation telle qu'elle était vécue à ce moment-là était fortement différente de celle qu'on peut vivre aujourd'hui, alors qu'il s'agit toujours du Covid, sauf peut-être qu'à l'époque on l'appelait le Covid, mais non, on l'appelait la Covid, peu importe. Mais le ressenti de la population et les efforts qui ont été demandés à cette dernière temps au niveau personnel qu'économique étaient absolument gigantesques, de nouveau dans une perspective peu claire sur l'évolution sanitaire. Raison pour laquelle la moitié des experts étaient des scientifiques. Donc, vous faites comme quand vous faites tout groupe ad hoc, vous faites appel aux propositions des membres du gouvernement, vous évaluez si les approches et les expertises sont, comment dirais-je, complémentaires, pas obligatoirement compatibles, mais complémentaires. Ce fait que ce groupe a extrêmement bien fonctionné et je pense a délivré plus que ce qu'on pouvait légitimement attendre d'eux. Merci beaucoup. Eh bien, il est 16h32, donc on a veillé à garder le timing hyper, voilà. Sinon, il y a encore d'autres questions, mais on ne va pas vous retenir non plus voilà, sur votre timing. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation et votre présence. Merci beaucoup, au revoir à tous, désolée, et bonne continuation, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.